Mais le vote n'est pas un raccourci pour éviter des questions préalables. Avant qu'on en vienne à un vote, il faut que les candidats rentrent dans le critère d'éligibilité. Ça, c'est très important. Donc, vous êtes vous-même les professionnels des médias, vous devez porter cette précision. Parce que tant qu'on continue à dire, et nous souvent dans les débats, ils ont leur charte, au cas des non-consensus, on passe au vote. Ça ne se passe pas comme ça. Encore que la charte n'a pas été élaborée pour désigner les candidats à la CENI. La charte est un instrument juridique pour réguler les rapports entre les confessions religieuses. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas un régime disciplinaire. Parce que je viens de dire au départ que ce n'est pas une asbelle, mais c'est un cadre de collaboration. Et donc, il faut que ça soit clair à ce niveau. L'article 17 nous envoie au vote à quel moment? Lorsque, les cas échéants, lorsque vous examinez une question, il reste par exemple 2 ou 3 candidats qui sont dans le critère d'éligibilité. Maintenant, il faut les départager. C'est là où le vote intervient comme un mécanisme, pas de résolution des conflits, s'il vous plaît. J'ai suivi dans les médias quelqu'un dire c'est un mécanisme de résolution des conflits. Nous n'étions pas dans une situation de conflit. Nous étions dans une situation d'interprétation de la loi par rapport à l'appréciation d'une candidature. Donc le vote vient départager les candidats, les meilleurs. Encore, il faut préciser, il n'était pas resté 2 candidats en lice comme on entend. Le rapport est clair, il était resté 4 candidats. Et nous n'étions qu'au niveau le deuxième niveau d'évaluation, parce qu'il y a 3 niveaux d'évaluation. Le critère technique des candidats, connaître leur capacité technique. Le deuxième niveau, c'est le niveau éthique des candidats. Mais le troisième niveau, c'est le niveau des critères de l'organisation qui présente le candidat. Donc l'article 10 et l'article 12 de la loi. Donc voilà en ce qui concerne la question relative à l'article 17. Et d'ailleurs, si vous lisez bien cet article, j'ai avec moi la charte, on vous dira, pour aller au vote, le vote s'est fait conformément à l'article 8. Ce renvoi n'est pas innocent. Lorsque l'on veut que, je vais le lire parce qu'il s'agit des textes, c'est l'article 17. En toute chose, les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi les consensus comme mode de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. Même si on était dans l'hypothèse du vote, ces votes auraient eu comme condition de possibilité l'article 8 qui décline les valeurs. Quelles sont ces valeurs? La sincérité, l'honnêteté, la vérité. Donc on ne peut pas aller au vote avec un candidat qui nous pose déjà un problème de fond sur l'aspect qui constitue notre substance. Parce que nous, comme religieux, c'est la caution morale qui est l'élément important. Donc je crois que nous avons répondu à cette question. La deuxième question, qui va aller presque dans le même sens, au cas où il y aurait, je crois notre ami de Numérica, antérieurement. C'est ici l'occasion d'en appeler à la conscience de tous. Vous savez, nous sommes une république. Un pays est différent d'une nation. La force d'une nation, c'est son âme. L'âme de la nation, ce sont les valeurs qui l'identifient. Il faut qu'à un moment, nous comprenions que nous sommes une civilisation quand même moderne, et à un certain niveau de comprendre qu'il n'est pas toujours normal de croire que les dirigeants, les institutions doivent entendre que la voix de la force. C'est anormal. Ce qui fait d'un pays une république et surtout un état de droit, il y a beaucoup d'éléments, j'en prends seulement 3. Entre autres, c'est l'institutionnalisation des procédures dans la prise de décision du pouvoir étatique. Lorsque l'État est en train de prendre des décisions, il doit veiller sur la rationalité des procédures qui doivent être institutionnalisées. Des deux, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Ce qui fait d'une république une république, ce qui fait d'un pays une république,
c'est aussi ce principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Si nous, peuple, commençons à donner un chèque à blanc à nos institutions pour dire, et alors s'ils entérinaient, dans les conditions où nous montrons l'illégalité, tant dans la procédure que dans les fonds, mais alors en ce moment-là, nous allons tirer toutes les conséquences. Parce que le Parlement ou la Chambre basse n'a pas pour vocation de cautionner ou d'endosser l'illégalité. Nous sommes en train de montrer ici que ce qui est qualifié de PV par nos confrères est frappé de nullité absolue du moment où, c'est un document fait en dehors du cadre légal de la plateforme. Des deux, par des personnes qui n'ont ni qualité ni compétence. Parce que ce n'y a que les rapporteurs qui peuvent établir un PV. Des trois, c'est en violation des articles 10 et 12 de la loi. Savez-vous que ce n'est pas la charte? Même quand on est en train d'évoquer la notion de la majorité, là encore, je crois que le rapport l'a dit. À quel moment pourrions-nous parler de la majorité, le cas échéant? C'est lorsque nous examinons, par exemple, les organisations membres de la plateforme, selon la loi, parce que ce n'est pas la charte qui organise les élections. La loi dit ceci à son article 10, ne sont concernés à l'exercice de désigner les animateurs que seules les confessions religieuses remplissant les trois conditions. La personnalité juridique, un ancrage sociologique non contesté, c'est-à-dire la présence sur terrain au niveau national, et une expérience et une expertise en matière électorale. C'est mutatis mutandis le principe appliqué pour la société civile non confessionnelle. Quand le président Bosso s'adresse à la société civile non confessionnelle, pourquoi ne demande-t-il pas aussi à Akaj, à Zado, les autres de donner les candidats? Pourquoi il s'arrête à Lucien et Finocet? Parce que l'article dit ce sont les sociétés civiles et confessions religieuses qui ont ces critères fixés par la loi. Savez-vous qu'au Congo, on n'a pas que 8 confessions religieuses? Il y a plusieurs autres confessions religieuses qui ne sont pas membres de la plateforme. Qui vous dit que seules les confessions membres de la plateforme qui ont droit à être invités à ces débats? C'est pourquoi les législateurs, étant avertis, ils ne parlent pas de la plateforme à l'article 10. Les législateurs parlent des confessions religieuses concernées. Or, lorsqu'on parle de confessions religieuses concernées, c'est de manière individuelle, autonome. Vous devez prouver votre, comment on appelle ça, personnalité juridique. Vous devez prouver votre existence non contestée au niveau national, c'est-à-dire l'ancrage sociologique. Vous devez prouver votre expertise et expérience en matière électorale. Parce qu'il n'y a pas de personnalité juridique qui leur donne le droit d'agir en tant que tel. Du point de vue juridique, les groupes de 6 n'existent pas. Ils peuvent exister si chacune des confessions agissait individuellement. Donc ce qui remet totalement en cause cette notion vraiment générique qu'on est en train d'annoncer de la majorité. Deuxième précision, le Parlement ne peut pas faire l'appréciation de la minorité ou la majorité. C'est un débat interne à la plateforme. Le Parlement doit s'assurer de la régularité de la procédure et la validité des dossiers. Est-ce que la confession qui me présente les dossiers remplit-elle les conditions fixées par la loi en son article 10? A-t-elle obéi à l'article 12? C'est ça le travail du Parlement. Le Parlement ne peut pas entrer dans cette polémique et l'institutionnaliser et en faire un narratif institutionnel pour commencer à dire non, les autres sont minoritaires, les autres sont majoritaires. Non, ça c'est fausser la donnée. Donc, je voudrais ici rappeler que pour rien au monde, le Parlement peut s'autoriser, peut se permettre, sauf s'il a l'intention délibérée de violer la loi. Alors là, nous tirerons les conséquences. Et vous savez, John Rawls s'est dit, aucune institution, meilleure soit-elle, qui agit dans l'injustice peut être conservée. Donc, il faut que les institutions tirent aussi des conséquences de ce que signifie l'état des droits. Si aujourd'hui, les parlements commencent à jouer à ces jeux, nous allons constater que ce sera un coup d'État fait à la constitution du pays.
et à l'institution CENI, qui est une institution constitutionnalisée. Parce que l'article 211 institue la CENI. C'est la Constitution qui donne à la CENI sa substance juridique et toutes les lois organiques qui en découlent. Donc on ne peut pas inventer des procédures ou faire des choses par appréciation personnelle au motif de dire nous sommes pour X ou pour Y, parce que l'institution n'a pas d'émotion, l'institution obéit et respecte les normes qui la constituent. Pensez-vous que la CENI pourrait être indépendante? Mais c'est ça notre combat, cher ami. Pourquoi faisons-nous des réformes? Pourquoi faisons-nous des réformes? Je m'excuse. D'abord, ça doit être une honte pour nous. Lorsqu'on nous dit qu'on ne peut pas dépolitiser la CENI, c'est une honte nationale. Ça devrait nous révolter comme peuple. Pourquoi la Constitution consacre à la CENI les caractères citoyens? Pourquoi veut-on qu'elle soit une institution d'appui à la démocratie? Sinon, ce serait les ministères des Affaires étrangères qui organiseraient les élections. Donc pour nous, la CENI doit, c'est une obligation constitutionnelle, elle doit être dépolitisée. Et par tout le mécanisme comme il a été dit. Je pense que quelqu'un a dit aussi les Congolais sont déçus sur ce soit des consensus. Je crois que j'ai déjà donné les réponses. Nous parlons du consensus parce que c'est une façon de... C'est ça le langage des religieux. La Bible dit les forts soutiennent les faibles. Les confessions religieuses sont d'abord l'espace des religieux. C'est dans notre principe et de notoriété publique de couvrir nos faiblesses à l'interne. Parce que s'il faut que nous analysions parmi les 8 confessions religieuses, je l'ai dit ici, commençons d'abord par examiner les conditions d'être confession religieuse, peut-être qu'on aura un débat qui ne finira pas. On va nous exiger le siège. Vous êtes ici, c'est le siège de la SENCO. Si vous traversez là-bas au numéro 76, donc 76, avenue de la Justice, vous trouverez le grand bâtiment, c'est le siège de l'ECC. Commençons par vérifier d'abord le siège. Ça, c'est un exemple. Parce que quand je vous donne l'exemple, par exemple, de l'ECC, pour être une communauté membre de l'ECC, nous en avons 95. Une communauté a comme condition d'avoir un siège social, mais une représentation nationale. Par moment, quand nous parlons de la SENCO ou l'ECC, on a l'impression de confondre les choses. Les deux églises sont avant tout des institutions religieuses et sociales. Ce ne sont pas des mouvements religieux. Elles traversent le siècle. Elles ont l'histoire. Elles ont des structures. Elles ont le siège. Au-delà de tout, c'est dans leur doctrine que se présente la mission prophétique. Ce n'est pas de l'opportunisme que nous faisons. Raison pour laquelle notre responsabilité ne se limite pas qu'à désigner le président de la CENI. Au moment où nous parlons avec vous, nos équipes sont très avancées, des justices et paix, dont le travail technique qu'on a déjà fait sur les réformes et de la loi sur la CENI, et de la loi électorale, et de la loi sur les partis politiques. Nous sommes déjà en train de préparer nos équipes sur l'observation électorale, la médiation, les plaidoyers. L'agenda est déjà produit. Donc pour nous désigner le président, ce n'est pas une opportunité. Avant ceci, nous avons du travail. Pendant, nous avons du travail. Après, nous aurons du travail. Et ce n'est pas fait parce que l'abbé Scholl, comme il a dit là, ou le pasteur Eric. Non, c'est dans notre doctrine. C'est institutionnalisé. Donc voilà pourquoi nous pouvons dire, quand nous demandons les consensus, c'est aussi notre façon, notre expression d'humilité, dire, même si toutes les confessions n'ont pas ces compétences, mais comme corps des religieux, il est important. Et je vais vous dire un secret. Même dans l'hypothèse où on désignait consensuellement, rassurez-vous, dans les PV qui sera établi, on mettra seulement les logos de l'ECC et la CENCO. Parce que l'article 18 dit que c'est le présidium qui engage. Donc pour engager la plateforme vis-à-vis des institutions, il faut que ces deux logos soient là. À la rigueur, les logos de la CENCO parce qu'elle assume la présidence. Si la CENCO n'est pas là, c'est l'ECC ou les deux. C'est ça les principes. Les autres peuvent signer, mais ceux qui engagent, donc même si les candidats viendraient d'une des confessions religieuses, nous allions seulement élaborer les PV dans la forme et les conditions prévues dans notre charte. Donc voilà, je crois que c'est d'autres questions que j'ai oubliées. Le laïc, le retrait, je pense que c'est une question qui est en étude. Nous continuons à étudier sur ça.
qu'au moment opportun, il y aura une position claire qui sera donnée là-dessus. Mais pour l'instant, nous voulons un peu finir la procédure en présence. Voilà, l'abbé Donat, si vous avez des éléments. Oui. Il a été très docte dans ses réponses, donc il m'épargne de beaucoup parler parce qu'il a tout dit et surtout l'a très dit. Alors, il y en a un qui a fait allusion au tribalisme. Est-ce que si on présentait notre candidat kassaïen, on le prendrait? Franchement, considérer la SEMCO et l'ECC du tribalisme, c'est une injure extrêmement grave. Donc vous dites que les évêques de de l'SNC, les membres du synode de l'ECC sont des tribalistes. C'est une récupération politicienne, c'est pour cela qu'on évoque ici le rôle de chef de l'État comme garant de la cohésion nationale. Cette histoire du tribalisme a commencé au moment où on traitait le candidat Malone, qu'on a rejeté. Il n'était pas kassaïen. Il n'était pas kassaïen, on l'a rejeté. Donc le problème n'est pas là. À cette occasion-là, certains ont inventé une histoire comme quoi le cardinal a donné l'ordre qu'on mette de côté tous les dossiers des candidats kassaïens. Quelque chose qui nous a peiné, mais quelque chose que nous avons eu du mal à prouver parce que c'était parole contre parole. S'il vous plaît, vous pouvez mettre ça dans le Continuez, monsieur l'abbé. Je vais revenir en là. Donc, ils ont inventé, alors on n'avait pas d'argument. Voilà, c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, c'est à partir de ces mensonges-là sur le tribalisme que nous avons pris les dispositions d'enregistrer cette fois-ci les choses qui nous permettront de nous défendre au cas où ils changent de version comme ils sont habitués. Là, nous sommes à l'aise et vous avez lu dans le message, on a dit qu'on a voulu rencontrer le chef de l'État pour lui donner la primeur de ces preuves délicates. Ce sont des choses très sensibles en politique. Ça peut aller dans toutes les directions. Comme le président de la République a dit qu'il n'est pas disposé pour des raisons qu'il a évoquées, on s'attend à ce que le bureau de l'Assemblée nationale nous reçoive, on lui donnera ces preuves-là. Il y en a. On a pris soin d'enregistrer parce que une fois passée, on était victime de mensonges, notamment sur l'histoire du tribalisme. Et comme on a eu affaire aux mêmes personnes, on a eu le réflexe d'être plus prudent. C'est le seul mobile qui nous a poussé à prendre ces dispositions. Ce n'est pas qu'on est habitué à enregistrer les gens à la sécurité. Quand on connaît les siens, on les honore. Alors, je continue. Pendant, vous avez lu dans les rapports qu'on a eu plusieurs contacts. Et comme on a entendu cette histoire de tribalisme dans les médias, il y a une confession religieuse qui a présenté un bon candidat kassaïen, mais qu'on a obligé de retirer sa candidature parce que pour elle, c'était le candidat unique. Il a dû retirer. On a dit, mais bon, pour vous prouver que nous, on n'a rien avec les kassaïens, remettez ces candidats-là pour nous les valables. Ils ont refusé. Vous comprenez? Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on veut nous amener dans la logique du candidat unique, comme on a vu à l'Assemblée nationale, comme on a vu au Sénat. Est-ce que les Camboyakoboya, candidat de Mika du Mezali, les Camboyakoboyalisme étaient? Est-ce que ceux qui m'appellent si candidat Moussoussa Kassai, va kondimaye? Na kozongisa maobi les Camboyakoloba que SEMCO na SSC bazali ba tribalisme ezali kofinga kotuka batata episkopo na batata milimu ya Église catholique na protestante. Likambo oyo ya tribalisme bandaki ntango tozalaki kosala dossier ya M. Malonda oyo azalaki kassaïen te, oboyaki yango SSC na SEMCO azalaki kassaïen te. Kasi bandeko batie lokuta na kati bakoteli kardinal maloba makambo balobi te kardinal apesi ndimisa te batia kardinal
bakandidature ya baluba nyonso na pembeni. Tozalaki ata na preuve moko te mpona koloba te bazali kokosi. Ekomi kaka o bazali na confiance na Église catholique bamoni eza lokuta. O basusu mpe bandimi bandeko mingi ya Kasai malheureusement bazwaki likambo yango lokola bosolo. Ntina wana nde epesi biso mayele po te mbala oyo lokola tosengelaki kosangana kaka na bato wana bakosela biso makambo aleleki tozwaki badisposition mpona koenregistre makambo na ndenge ke ntango tokokoma na esika yango bongo sikoyo toyoka nani akosi ya mwana na bakanzambe aza monene sika bandi kointimide biso balobio tokomema bino na justice parce que osali maenregistrement sans ke toyeba oyebi te ka bokota na bandako bakamera ezalaka ntango oyo akendeki epai ya tata molimo mosusu mpo kosenga ye ya kandida mokonzi ya mboka oyo ozwa jip ayebi ke kamera ezwaki ye bosolo liboso ya nzambe libosolo liboso ya bato. Alors ntango tozali kodiskute na bango mpona kolakisa bango kezali likambo te tolenge bakasaye te biso toyebi kandida moko ya malamu oyo azali kasaye oyo bakamisi kokamisa mpo alongola candidature na ye mpo atika place na kandida bilikadi obengi bandeko oyo baconfession bazali boza na kandida ya bien mpo na biso eza likambo ya kasaye te kasi bopesa likambo esila baboyi bocomprendre baboyi donc likambo eza pa mosusu. Alors, l'appel des laïcs que nous respectons, c'est vrai, les laïcs catholiques et protestants ont vraiment raison de nous demander si on doit encore rester dans la plateforme. Parce que c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a même, surtout pour les questions sociopolitiques, quand pour une église, sa doctrine c'est de suivre littéralement ce que demande le pouvoir. C'est ça la doctrine. Alors, comment composer, avoir un consensus avec celui-là, quand vous pensez que non, ici il faut interférer le pouvoir? Donc je crois qu'on a même des situations où les doctrines sociales des églises s'opposent. Donc nous, on est dans la dimension de la mission prophétique, et de l'autre, officiellement, et vous avez entendu dans les médias, ils sont dans la logique de soutenir le pouvoir coûte que coûte. Donc les laïcs pose un problème fondamental, mais nous pensons que ce n'est pas le moment de le faire maintenant. Parce que sortir maintenant, c'est laisser les boulevards pour un processus électoral, croyez-moi, qui risque d'amener le pays dans une situation que personne, dans une crise que personne ne souhaitera. Comprenez que les évêques de la Sainte-Paul, le révérend pasteur de l'ECC ne veulent que la stabilité, ne veulent que la consolidation. Vous avez suivi les nonces apostoliques, était parti voir le président du Parlement hier. Quand il a pris la parole, il a justifié l'ECC la Senco en disant que l'objectif, et c'est ce qui est repris en quelques mots dans le rapport, c'est contribuer à la consolidation de la démocratie. Et la consolidation de la démocratie passe par l'indépendance de la CENI. C'est seulement le jour où ceux qui seront au Parlement, ceux qui seront à la présidence, ceux qui seront dans la députation provinciale seront convaincus qu'ils sont là parce qu'ils ont été votés et non parce qu'ils ont trafiqué avec la CENI. C'est à partir de ce jour-là que vous, peuple congolais, vous serez pris au sérieux. C'est à partir de ce jour-là qu'ils se battront pour exploiter nos richesses pour vous. Au cas contraire, ça continuera à. Il y a comme il est Kambakop, donc je m'en fous de la population, il faut que je fasse allégeance à tel, donc je suis sûr que je vais revenir au Parlement. Est-ce que le pays fonctionne comme ça? Donc c'est un problème de fond que le peuple congolais comprenne. Voilà pourquoi l'ECC, la SENCO interpelle le peuple congolais. Ce n'est pas qu'ils envoient à la rébellion, mais c'est quand même le souverain primaire. Il doit savoir aussi exercer cette souveraineté de façon légale. Bon, je crois que j'ai tout ramassé. J'ai fait allusion aux questions de preuve. Ce sont des choses délicates. Devant le bureau de l'Assemblée nationale, on les donnera. S'il faut faire la prison parce qu'on a enregistré. Rafraîchir votre mémoire que c'est à l'initiative
justement, comme c'est dit dans le préambule de notre charte, c'est à l'initiative de l'Église catholique par le biais de Monseigneur Motsengo, à l'époque, il a contacté l'évêque Okeleane de l'ECC et ses aides à l'époque pour essayer de mettre en place une structure. C'est de là que c'est parti. Mais aussi, il faut savoir que les rapports n'avaient toujours pas été harmonieux pendant beaucoup de temps. Il y a des moments où la plateforme fonctionnait normalement, il y a des moments où non. Mais précisons que la plateforme n'est pas une aspect, c'est ça l'élément important. C'est-à-dire, nous n'avons même pas des réunions mensuelles, ordinaires. Nous nous rencontrons lorsqu'il y a des sujets d'intérêt national. C'est pourquoi nous insistons sur cela. La difficulté, c'est que dans la perception de l'opinion, on est en train d'identifier la plateforme comme une ASBEL. C'est comme une ONG. Ce n'est pas une ASBEL, c'est une structure de collaboration. Et j'ai rappelé que même avant les élections de 2018, après la désignation du président sortant de la CENI, vous savez que l'Église catholique s'était encore retirée. S'était retirée de la plateforme quand l'actuel président de l'ECC est arrivé en 2017. Nous avons travaillé d'abord comme format CIME et il était question pour nous de lutter pour que nous revenions ensemble. Donc il faut dire qu'il y a une séquence. Même la fameuse charte dont on parle, j'ai suivi en débat, on dit non, la charte depuis non, la charte vient d'être mise en place en 2020. C'est ici dans cette salle qu'on avait signé et promulgué. C'est parce que parfois vous aussi, les amis de la presse, vous oubliez rapidement. Cette charte est récente. C'est maintenant qu'on vient de la formaliser. Depuis le temps, il n'y avait pas un cadre juridique. Donc c'est comme ça que jusque-là, on peut considérer que c'est à partir de 2020 que la plateforme a pris une autre tournure d'agir. Mais elle existait, elle travaillait de par l'histoire. Tout en évitant de confondre qu'il y a des moments où l'Église catholique, où l'Église protestante peut agir au nom et pour le compte de son institution. Je donne l'exemple. Le dialogue de Saint-Sylvestre a été conduit par l'Église catholique, qui en son temps n'était même plus membre de la plateforme. Elle s'était déjà retirée. Au moment où la SENCO dirigeait le dialogue de Saint-Sylvestre, elle ne siégeait plus au sein de la plateforme. Donc c'est pourquoi nous insistons sur le fait que c'est d'abord une plateforme qui reconnaît l'autonomie de chaque organisation. Donc l'ECCP posait des actes. Elle a conduit en son temps les dialogues des consultations. L'ECC a conduit les consultations, ici la cathédrale de Centenaire, sans forcément être lié à la plateforme. Donc il ne faut pas considérer que les actions que nous menons sont forcément liées à l'existence de la plateforme. Avec ou sans la plateforme, l'ECC peut poser des actes indépendamment, ou la SENCO, ou les deux ensemble. D'ailleurs, ça c'est ça la pratique. Mais dans l'opinion, ça crée des confusions. On croit que quand l'ECC ou la SENCO pose des actes, c'est forcément au nom et pour le compte de la plateforme. Il demande même la rotation. Et même cette rotation, c'est ça la question. Il demande même la rotation. Qui demande la rotation? Que vous puissiez roter dans la présidence. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est prévu dans la charte. C'est prévu. Mais c'était, il faut préciser, c'était une expérience que nous avons voulu faire. Mais je crois, sans prendre la voix de l'institution, avec tout ce qui se passe, c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui. Parce que je viens de rappeler ici, il y a aussi la question sans minimiser qui que ce soit, mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu lorsque c'est l'Église X ou Y qui représente la question de l'autorité publique. Je crois que vous avez compris. Alors, les politiques ont-ils... Je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ça. Vous êtes des amis de la presse. Est-ce que dans ces pays, visiblement, je pose une question, je vais oser à cela, parce que j'ai suivi notre collègue quand il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous, les amis de la presse, vous savez qu'aujourd'hui, les 6 confessions religieuses, depuis des chefs, pour ne pas dire les confessions, ont été logés à l'hôtel du Fleuve Congo? Vous le savez ou pas? Parce que si vous ne le savez pas, on vous donne l'information. La commission paritaire est à l'hôtel du Fleuve Congo. Maintenant, les 6 chefs qui sont logés à l'hôtel du Fleuve, qui paye la facture de l'hôtel du Fleuve Congo? C'est là où vous, les journalistes, vous devez aussi aider. Parce que quand vous posez des questions, vous estimez que quand nous, s'il vous plaît, c'est là où, s'il vous plaît, votre travail est très important et contribue beaucoup. Je crois qu'il exige assez de professionnalisme, comme vous le faites déjà. S'il vous plaît,
C'est une question, je m'interroge, comme un citoyen congolais. Les révérends, s'il Parce vous plaît. que moi, je me promène seul, comme M. l'abbé. Pas des gardes du corps qui m'entourent, des policiers. Je suis chez moi dans ma petite maison et ma petite famille. Comment vous expliquer, nous sommes en crise. Nous parlons des candidats. Mais au même moment, la commission paritaire est logée à l'hôtel du Fleuve et les 6 chefs pompieusement aussi à l'hôtel du Fleuve. La question, qui paye l'hôtel du Fleuve? Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Parce que si nous, les pasteurs, nous ne sommes plus en mesure de dire la vérité, à quoi sert la nation? Nous avons l'obligation de réguler la morale publique. Bon, il y a des choses, il ne faut pas commencer à s'en habituer, ça devient normal, ça rentre dans le jeu du langage. Et non, à un moment, il faut que nous soyons conscients de ce qu'ils sont. Les religieux doivent être responsables de ce qu'ils font dans l'histoire de ce pays. Donc, dire aujourd'hui que parce que nous pensons défendre une vérité, donnerait raison aux politiques, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Alors pourquoi avions-nous décrié les élections de 2006, de 2011 et de 2018? Si c'est ça la volonté de la population, vous pensez que l'ECC, la SENCO existe pour la CENI? On peut se retirer de tout ça, comme ça on se regarde dans les yeux. Est-ce que c'est ce que le peuple congolais veut? Nous pensons non, parce que la majorité nous encourage. La majorité silencieuse d'ici et d'ailleurs nous encourage. Nous ne défendons que la vérité et la justice. Et même ces politiciens-là que vous énoncez, savez-vous qu'ils viennent vers nous pour nous féliciter? Pour nous dire que vous êtes grands et restez grands. Hier, c'était les FCC qui s'entraînaient à nous. Quand on a bloqué Malonga, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelle pression on n'a pas subi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, les FCC peuvent nous condamner? Hier, c'était l'UDPS qui appréciait ce qu'on faisait. Napoléon dit ceci: le peuple passe, les trônes s'écroulent, mais l'Église demeure. Nous sommes une institution intemporelle. Les régimes viendront et passeront. La vérité n'a pas de délai d'expiration. Elle reste vérité. Même si vous êtes à 1 million, vous ne pouvez jamais constituer la majorité dans le mensonge. On ne constitue pas la majorité dans le faux. La vérité reste la vérité. Nous la défendrons même quand nous resterons seuls. Nous avons que notre conscience vis-à-vis de notre vocation, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'histoire. Ne pensez pas que nous n'avons pas besoin d'argent. Nous sommes humains. Mais l'argent n'est pas plus important que notre vocation. L'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel. Si un religieux ne comprend pas la valeur de son appel et l'interchange contre l'argent, ça devient dangereux pour l'avenir de la nation. Voilà, je vous remercie. Deux petites choses. Il faudra, à la suite de ce que le révérend Eric a dit, il faudrait savoir que l'homme politique, c'est là où peut-être on peut se poser la question, il n'a pas raison. Il cherche à casser l'autorité morale de l'Église pour faire n'importe quoi. Un homme politique qui vient vous comprendre, est-ce que vous aurez encore la valeur devant lui? Non. Il est votre allié, mais quand ça chauffe, c'est lui-même qui est dans la vérité. La fois passée, ce n'est pas nous la SENCO qui est allé demander d'assurer la médiation. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas intéressé, le président Honoré n'a pas intéressé ses alliés dans le contexte de la CENI? C'est au moment de la crise, c'est alors qu'ils se sont rendus vers ceux qui pourraient être capables d'aider effectivement le pays. Donc, retenez ceci, le pays perdra énormément si les confessions religieuses perdent leur autorité morale. Et le politique veut jouer à cela. Deux, pour taquiner un peu mon collègue Eric, n'oubliez pas que hier, les fois passées, pour les 3 scrutins passés, l'ECC était l'autorité morale de cette équipe-là. L'ECC, comment ça se fait? Et l'ECC a évolué dans le bon. Ce n'est pas une position d'un individu, mais c'est tout un synode qui a pris la voie de la conversion. Retenez ça bien. Alors, en conclusion, c'est pour répondre à une question à laquelle
le révérend n'a pas finalement quoi. Donc, quelle est la conclusion? Bon, pour la CENCO et les CC, nous restons ouverts. Pour la CENCO et les CC, il faut mettre de côté ce qui nous divise et construire sur ce qui nous unit. Et nous laissons la latitude à nos frères, le cela, de nous proposer d'autres personnes qui peuvent nous unir. Nous allons les accepter. S'ils acceptent aujourd'hui, la solution est réglée. Si le Parlement est logique avec les lois qu'il a promulguées lui-même, il ne pourra en aucun cas considérer cette candidature-là. Le PVS est entaché de beaucoup d'irrégularités. Le Parlement n'aura pas de choix que d'appliquer l'article 12, alinéa 5 de la même loi, qui demande au bureau de l'Assemblée de renvoyer les dossiers à la composante pour qu'il cherche un autre candidat. Je crois que c'est ça la solution, mais ce serait bon que nous trouvions cette solution entre nous plutôt que ça nous soit imposé quelque part. Je vous remercie. Voilà, merci vraiment. Oui, madame, une question. Il y a la question de TV50 là, à laquelle on a Ah parlé. oui. C'est-à-dire, je réponds à une question déjà posée. Oui. C'est question de responsabilité. Je voudrais savoir des preuves qui est venu négocier avec l'ECC et la CENCO. Mon frère, c'est question de responsabilité. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Nous ne voulons pas les humilier. Nous voulons humilier personne. Mais si on nous contraint à cela jusqu'au bout, c'est alors que vous tous vous nous donnerez raison. Parce que vous insistez, nous ne voulons pas. Nous voulons simplement qu'ils tirent des leçons, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'on est dans une voie qui risque de salir les gens. Donc, ceux-là même savent. Ils sont venus pas une fois, plusieurs fois quelque part. Et pour solliciter une solution. Qu'est-ce qu'il faut que c'est fait, M. Rabé? Bon, Le temps va donner la réponse. Le temps va donner la réponse. Merci beaucoup. Et moi, ce qui m'énerve dans tout ça, quand on peut croire que des hommes sérieux comme Monseigneur Marcel Otembi, le docteur André Bokolo, vous pensez que les deux peuvent être ensemble pour mentir, alors ce pays n'existera. On vous accuse de soutenir les dialogues et la position de d'autres politiciens. La solution que nous avons proposée ici n'a rien à faire avec le dialogue. Mettre de côté ce qui nous divise, construire sur ce qui nous unit, et au niveau des confessions religieuses, et pour aller au dialogue, jamais les églises ne refuseront un dialogue en cas de nécessité. Voilà, merci M. Rabé. Vous savez pour tous les journalistes qui sont venus. Dire comment on sort à l'Éternel. En lui place ta confiance, il agira. Nous prions pour ce pays car la Bible dit priez pour le pays dans lequel vous êtes établis. De son bonheur dépend les vôtres. Nous n'avons pas un autre pays. Il n'y a que celui-ci. Béni d'ailleurs de toi. Garde chacun de nous. Nous prions pour ceux qui ont reçu la charge de diriger ce pays. Le président de la République, les institutions dans leur ensemble, mais la population également. Nous voulons comme un seul homme réfléchir et aller à des solutions qui évitent les chaos, qui évitent le bain de sang, qui évitent les troubles. Nous voulons construire notre destin commun, les construire avec nos têtes, nos cœurs et nos esprits. Bénis ton serviteur, bénis également tous qui ont préparé celle-ci, tes fils et filles qui sont venus couvrir cette activité, que chacun rentre en paix. Nous avons... Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à $10 000 américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique,
et de progrès social. Nation, gouvernement des warriors, bilan de gestion des 100 premiers jours du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Bonieme Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.